Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection témoignages. Collection témoignages. Introduction, les métiers de l'asile. Sonny Perseille, chercheur HDR au LIRSA CNAM, assesseur HCR à la CNDA. Après des études de droit, de relations internationales, de sociologie et un doctorat en sciences politiques, j'ai commencé à travailler sur des objets sensibles comme la drogue et la prostitution, mais aussi dans l'édition. C'est d'ailleurs autour d'un projet de livre, en 2004, que j'ai rencontré deux auteurs qui étaient assesseurs HCR, au Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ainsi qu'un avocat qui officiait à la CRR, Commission des recours des réfugiés, qui a précédé la CNDA, Cour nationale du droit d'asile. Ils m'ont dit que de nombreux recrutements avaient lieu au HCR, pour faire face à un stock important de dossiers de demande d'asile à traiter à la CRR. J'ai postulé et suis donc devenu assesseur dans la foulée. Ce livre est un ouvrage original, qui correspond en partie aux actes des 4 conférences du cycle « Les métiers de l'asile », organisées au Conservatoire national des arts et métiers, CNAM, les 23 novembre 2017, 25 janvier, 29 mars et 31 mai 2018, rencontre initiée par l'Association française des juges de l'asile, AFJA. Ainsi, en plus des communications présentées lors de ces séminaires, parfois enrichies d'entretiens et de données complémentaires pour les besoins de notre publication, figurent aussi quelques nouvelles interventions. On trouvera ici les témoignages de professionnels de l'asile, qui parlent librement de leur métier, de leurs compétences, du recrutement dans leur organisation ou encore des cursus de formation. Chaque communication commence par un encadré qui précise dans quelles conditions l'auteur a accédé à ce type d'emploi. Cet ouvrage se veut ainsi pédagogique, destiné tout spécialement à ceux qui souhaitent travailler dans ce domaine d'activité, en expliquant en quoi consistent concrètement ces métiers de l'asile. Il est également le fruit de la recherche, les experts qui s'expriment évoluant parfois dans le champ scientifique. Dès lors, nous espérons qu'il donnera satisfaction à tous ceux qui s'intéressent à la question de l'asile sous l'angle des ressources humaines. L'originalité de ce livre tient également aux éléments de contexte. La période au cours de laquelle ces séminaires se sont déroulés fut en effet très particulière au regard de l'évolution du droit d'asile en France, avec l'adoption d'une nouvelle loi sur le sujet, Loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, du 10 septembre 2018, qui a été l'objet de bien des débats, mais aussi du fait d'un mouvement social assez long au cours de l'année 2018, des rapporteurs de la CNDA, parfois en situation de précarité avec des contrats à durée déterminée pas systématiquement renouvelés, et des avocats qui y plaident. Ces actions de contestation ont aussi visé le projet de loi, chaque corps de métier ayant à cœur de servir au mieux l'idéal du droit d'asile. Les organisations représentant tous ces professionnels, dont l'AFJA et le réseau juridique européen ELENA, ont d'ailleurs contribué à l'évolution du cadre législatif et ont notamment permis de réformer certains points proposés par le gouvernement, le plus emblématique étant sans doute le délai de recours auprès de la CNDA contre les décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, OFPRA. Ce délai n'a finalement pas été réduit de 30 à 15 jours, comme le souhaitait le ministre de l'Intérieur de l'époque, Gérard Collomb. Par la suite, un autre mouvement de protestation concernant uniquement les avocats eut lieu jusqu'au printemps 2019 pour protester contre la façon dont les vidéo-audiences, prévues dans la nouvelle loi avec des requérants résidant en province, devaient être mises en place. Pourtant, même si toutes ces tensions sociales furent difficiles à vivre, tant pour les professionnels que pour les institutions, force est de constater que ce qui rassemble paraît plus fort que ce qui divise, avec en ligne de mire un objectif commun, la protection la plus effective possible de ceux qui risquent des persécutions dans leur pays d'origine. La mobilisation du CNAM pour les réfugiés. Cependant, la thématique de l'asile ne touche pas seulement les professionnels dont nous parlerons dans l'ouvrage. Depuis quelques années, elle semble avoir impliqué de nombreuses autres organisations, sensibilisées aux enjeux humains et sociaux. Le Conservatoire national des arts et métiers, CNAM, considéré parfois comme le premier établissement français d'enseignement et de recherche de par l'importance et la variété de ses publics, présents dans les territoires et à l'étranger,
fait partie de ces institutions qui ont voulu se montrer actives sur le sujet. Olivier Faron, administrateur général de l'établissement depuis 2013, a en effet fait de la question migratoire et des réfugiés une priorité du conservatoire, notamment en lançant, dès 2015, le programme « Un métier pour les migrants », pour l'accueil, l'information, l'orientation et la formation des publics concernés. Ces missions représentent assez bien la dynamique qui existe autour de ces sujets, dans des universités ou dans d'autres organisations pas directement impliquées, dans leur objet social, par la question de l'asile. De nombreuses initiatives ont ainsi eu lieu au CNAM, plus particulièrement depuis 2016, activités variées qu'il serait trop fastidieux de retracer ici, colloques, séminaires, expositions, etc. Des partenariats ont aussi été menés à bien, notamment avec le Musée de l'Histoire de l'Immigration au travers d'une série de conférences réunissant des personnalités, des chercheurs ou encore des responsables d'institutions. On peut également relever la mobilisation du Centre de Beyrouth du CNAM, l'ISSAE, Institut supérieur des sciences appliquées et économiques, qui a travaillé sur la question de l'asile. Une étude prospective sur les réfugiés au Liban a d'ailleurs récemment été publiée par Abdelmaoula Shahar et Karim Medjad, professeurs du CNAM, Lebanon with a View, à 2030 Vision of the Refugee Crisis 2016. Si, depuis quelques années, la question des réfugiés est donc devenue une priorité pour le CNAM, l'établissement forme de façon plus quotidienne, voire routinière, depuis fort longtemps au travail social et à l'intervention sociale, notamment dans le cadre des cursus de la chaire dédiée, dirigé jusqu'en 2018 par Marcel Jäger. Et c'est plutôt dans ce cadre que se sont inscrites les conférences dont les actes constituent le présent ouvrage, qui a davantage vocation à contribuer à la formation des professionnels de l'asile, plutôt qu'à permettre l'intégration des réfugiés. La dynamique de l'emploi dans les métiers de l'asile. On observe une dynamique de l'emploi très intéressante dans ce domaine d'activité professionnelle qu'est l'asile au sens large du terme. Il y a sans cesse des recrutements. La présidente de la CNDA, à l'automne 2017, indiquait l'embauche de plus d'une cinquantaine d'agents. Depuis, des dizaines d'autres emplois ont été créés à la Cour, considérée parfois par le nombre de dossiers traités comme la plus grande juridiction de France, qui a ouvert de nouvelles salles d'audience, notamment au sein de l'ancien palais de justice de Paris dans l'île de la Cité. L'OFPRA fait également des efforts assez importants, depuis quelques années, en matière de recrutement. Toutes les institutions impliquées, en fait, y compris les associations comme France Terre d'Asile, embauchent à un niveau important et l'on remarque donc une progression constante de l'emploi dans ce secteur. Cet ouvrage s'inscrit ainsi dans cette perspective et a l'ambition de répondre, au moins partiellement, aux attentes de formation des métiers de l'asile. Cette tendance lourde, en termes de croissance d'emploi, est confirmée par la volonté exprimée par le président de la République et son gouvernement dans le cadre de la réforme du droit d'asile engagée en 2017. Les buts affichés de la nouvelle loi sont en effet de rendre plus rapides les procédures d'examen des demandes d'asile, mais aussi d'améliorer les conditions d'accueil de ces demandeurs et surtout, des réfugiés. Ces deux objectifs, s'ils sont réalisés, donneront nécessairement un coup de fouet supplémentaire à l'emploi dans les métiers de l'asile, car ils impliquent des moyens supplémentaires, en particulier au niveau des ressources humaines. S'il s'agit d'un domaine d'activité particulier, avec des compétences très spécifiques, on peut constater en même temps des mobilités entre les différents postes et emplois. Des avocats peuvent par exemple devenir rapporteurs à la CNDA, et inversement. Des interprètes sont aussi chercheurs en sciences sociales ou travaillent pour des associations. Des responsables associatifs ont été recrutés en tant que juges assesseurs à la CNDA, notamment pour y représenter le HCR, etc. Non seulement ce secteur recrute beaucoup, mais des passerelles entre les métiers de l'asile voient le jour. Ce qui fait penser qu'il existe un certain nombre de compétences communes au sein de ces professions, comme des connaissances géopolitiques ou encore une propension à l'empathie. En outre, on observe de façon générale dans le monde du travail une tendance au cumul d'emplois. Depuis quelques années, on parle en effet de slashers, c'est-à-dire des personnes qui pratiquent en même temps plusieurs activités. Or, dans les métiers de l'asile, beaucoup de professionnels parviennent à mener de front plusieurs emplois. C'est presque toujours le cas pour les juges assesseurs de la CNDA, représentant le HCR ou le Conseil d'État,
qui sont la plupart du temps mais pas systématiquement, à titre principal, des enseignants-chercheurs ou des professionnels de l'action humanitaire, HCR, ou des hauts fonctionnaires, diplomates, préfets, administrateurs civils, retraités ou encore en fonction, Conseil d'État. Lors des recrutements pour ces emplois, il peut ainsi être dit aux candidats qu'ils ne doivent pas compter sur cette activité comme seule source de revenus. C'est aussi, dans d'autres conditions, la situation des présidents de ces formations de jugement qui sont en charge, quand ils ne sont pas permanents à la Cour, d'autres attributions juridictionnelles, dans l'ordre judiciaire ou administratif. On peut multiplier les exemples, notamment chez les interprètes, dont certains sont également enseignants ou responsables d'associations. Ces activités s'intègrent à la fois dans les services publics et dans le secteur privé, avec parfois des articulations nécessaires entre les deux sphères d'activité. C'est tout particulièrement le cas pour la question très délicate de l'interprétariat, qui nécessite, de la part des institutions publiques ou des associations sans but lucratif, une pratique courante de gestion des marchés, afin de pouvoir recourir aux meilleurs professionnels à des conditions tarifaires avantageuses. Les associations d'ailleurs, même si elles prennent en charge des missions de service public, notamment pour l'accueil des demandeurs d'asile, n'en sont pas moins par définition des opérateurs privés. Les avocats, profession libérale qui relève bien évidemment du privé, sont aussi souvent dépendants de financements publics, du fait de l'aide juridictionnelle, qui s'est considérablement développée dans le domaine de l'asile depuis quelques années. Métier de l'asile ou du droit d'asile ? Une question qui s'est immédiatement posée, lorsque nous avons envisagé la série de séminaires au CNAM, était de savoir si nous devions parler des métiers de l'asile ou de ceux du droit d'asile. De par la qualité de ces initiateurs, les juges de l'asile, il pouvait être compris que nous ne nous intéresserions qu'au droit. Or l'asile commence à l'entrée sur le territoire. C'est la porte que l'on ouvre sans demander à la personne qui entre si elle en a vraiment le droit, et dans l'affirmative, quel droit elle peut avoir. L'asile couvre donc un champ professionnel bien plus large que le droit d'asile qui, finalement en France de nos jours, ne va concerner qu'une petite partie de la population migrante qui souhaite y accéder, environ un quart. Il est d'ailleurs assez révélateur de remarquer que l'activité des CADA, qui porte un nom lié au droit d'asile, Centre d'accueil des demandeurs d'asile, s'exerce bien au-delà de la compétence juridique puisque ce sont essentiellement des structures d'hébergement d'individus qui vont se voir reconnaître, ou pas, le droit d'asile. L'asile implique ainsi des institutions et des métiers très diversifiés. L'OFII, l'OFPRA, la CNDA, des ministères intérieurs, affaires étrangères, travail, affaires sociales, les préfectures, les CADA, des associations, des interprètes, des médecins, des psychologues, des avocats, des juges, des enseignants, des chercheurs, des administratifs, des travailleurs sociaux, etc. Ce premier livre consacré au métier de l'asile ne pourra donc malheureusement pas être exhaustif, et que tous ceux qui se sentent oubliés veulent bien nous en excuser, et nous contacter pour que puissions, grâce à leurs témoignages, publier une nouvelle édition enrichie de leur expérience professionnelle. Il s'agit donc d'un premier tour de piste, forcément insatisfaisant, incomplet et trop rapide au regard des nombreux professionnels qui évoluent dans ce champ d'activité varié. Compte tenu de l'importance grandissante de ce secteur, nous avons cependant pensé qu'il était temps d'en dresser un panorama. Cette thématique sera abordée essentiellement sur le plan des ressources humaines. Il ne s'agira donc pas de questionner les conceptions et pratiques du droit d'asile, qui ont déjà fait l'objet de maintes publications, quand bien même le sujet sera bien sûr évoqué par les contributeurs. Les auteurs de ce livre sont en effet, avant tout, les témoins actifs de leur propre vécu professionnel. Je me permets ici de les remercier toutes et tous très chaleureusement, pour leur sincérité et leur disponibilité, qualité que semble aussi avoir en commun l'ensemble de ces experts. Dès lors, les principaux points abordés dans ces témoignages seront les définitions des métiers de l'asile dans leur diversité, métiers classés subjectivement en 4 principales catégories: accueil, interprétariat, accompagnement, droit, les modalités des recrutements, les principales compétences requises, les formations professionnelles, ainsi que l'évolution des pratiques, notamment du fait des réformes passées ou en cours. Partie 1. Les métiers de l'accueil. Les métiers du HCR. Céline Schmitt, porte-parole du HCR en France, est responsable de l'information publique et des relations extérieures.
Avant de rejoindre le HCR, Céline Schmitt a travaillé dans le secteur de la coopération et du développement pour l'ambassade de France en Tanzanie, puis pour une ONG au Cap-Vert. C'est la rencontre et les projets menés avec les populations déplacées dans ces différentes missions qui l'ont engagée à rejoindre le HCR en tant que jeune professionnelle à Genève, avant de travailler en rez-de-chaussée, République démocratique du Congo, et dans la région des Grands Lacs en Afrique, puis à Paris. Les missions du HCR. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, est l'agence des Nations Unies mandatée pour conduire et coordonner l'action internationale pour la protection des réfugiés à travers le monde et pour rechercher des solutions durables à leur situation. Aujourd'hui, 148 États sont partis à la Convention de 1951 relative au statut de réfugié et ou à son protocole de 1967. Le statut du HCR définit précisément les missions qui lui incombent pour assurer la protection des réfugiés, tandis que les formes possibles de coopération avec les États signataires de la Convention de Genève relative au statut de réfugié sont définies dans la résolution 428-V de l'Assemblée générale de l'ONU, 14 décembre 1950, qui a adopté le statut du HCR. Cette résolution précise les engagements que prennent les États pour coopérer avec le HCR. La mission première du HCR vise à garantir les droits et le bien-être des réfugiés. L'organisation doit ainsi s'assurer que chacun puisse bénéficier du droit d'asile et trouver refuge dans un autre État. Le HCR doit également garantir aux personnes la possibilité de retourner de leur plein gré dans leur pays d'origine, lorsque les conditions le permettent. En assistant les réfugiés pour rentrer chez eux ou pour s'installer de manière permanente dans un autre pays, le HCR recherche des solutions durables à leur situation. L'organisation a également pour mission de réduire les situations de déplacement forcé, en encourageant les États et autres institutions à créer les conditions propices à la protection des droits de l'homme et au règlement pacifique des différends, tout en prenant en compte avec une attention particulière les besoins des personnes vulnérables. L'organisation mène son action en collaboration avec de nombreux partenaires, dont les gouvernements et les organisations régionales, internationales et non gouvernementales. En vertu du principe de participation auquel le HCR s'est engagé, il consulte les personnes réfugiées et les autres personnes qui bénéficient de ces activités pour les prises de décision les concernant. Le 17 décembre 2018, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté le Pacte mondial sur les réfugiés, qui est un cadre permettant un partage plus prévisible et équitable des responsabilités, en renforçant la coopération internationale et qui engage l'ensemble de la société. Depuis 2005, le HCR reçoit la tutelle du Cluster Protection et du Cluster Emergency Shelter dans le cadre de la réforme pour la gestion des crises humanitaires, menée par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, OCHA. Le HCR prend dès lors le rôle de coordinateur de l'action des organisations intergouvernementales et des ONG, dans ces deux secteurs d'intervention dans la majorité des crises humanitaires contemporaines. Le HCR est presque entièrement financé par des contributions volontaires, dont 87% en provenance des gouvernements et de l'Union européenne. 3% sont issus d'un mécanisme de financement commun aux organisations intergouvernementales et 9% proviennent du secteur privé, dont des fondations, des entreprises et des particuliers. Le HCR reçoit également une part limitée, 1% du budget régulier des Nations Unies pour les coûts administratifs et accepte des dons en nature, notamment du matériel de secours comme des tentes ou des médicaments. Organisation et personnel du HCR. Pour assumer ses missions et faire face au nombre croissant de personnes relevant de sa compétence, le HCR a considérablement développé ses capacités en ressources humaines. Le HCR a des représentations dans plus de 134 pays, qui sont coordonnées et dirigées par des représentations régionales, qui répondent à leur tour à des divisions géographiques. Le siège du HCR est situé à Genève. Le HCR met son expertise au service de plus de 70 millions de personnes déracinées dans le monde pour les aider et les protéger. Aujourd'hui, 16 803 personnes travaillent pour l'agence, avec plus de 100 nationalités différentes représentées. Près de 90% du personnel du HCR travaille sur le terrain,
sur 470 sites localisés dans 134 pays. Les 10% restants d'employés travaillent au siège. Un grand nombre d'entre eux opèrent dans des zones reculées et dangereuses où ils sont confrontés à des conditions de vie difficiles, à l'isolement, à des défis au plan logistique et à une mauvaise connectivité. Le personnel intervient dans un large éventail de disciplines pour assumer la mission du HCR. Ce sont des juristes, des logisticiens, des experts en santé publique, des médecins, des infirmiers, des ingénieurs civils et environnementaux, des nutritionnistes, des spécialistes de l'eau et de l'assainissement, des statisticiens, des officiers de sécurité, des travailleurs sociaux, des cartographes, des experts en agriculture et en urbanisme, des journalistes, des comptables, des économistes et bien d'autres. Le personnel du HCR est constitué de fonctionnaires nationaux et internationaux. Les fonctionnaires du HCR recrutés au plan national ont des grades allant de G1 à G7, G pour General, selon le niveau d'expérience et de qualification, ou de F1 jusqu'à F7, F pour Field. Les fonctionnaires internationaux des Nations Unies, soumis à la rotation internationale, sont identifiés par des grades allant de P1 à P5, pour professionnal. Enfin, la catégorie des D1 et D2, pour director, désigne les cadres dirigeants du HCR. Pour soutenir les équipes, le HCR a également recours à du personnel associé, c'est-à-dire des personnes travaillant dans le cadre des arrangements avec le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet, UNOPS, les volontaires des Nations Unies, UNV, les consultants individuels, les entrepreneurs, les personnes déployées, les stagiaires et d'autres personnes titulaires d'un contrat dans le cadre des arrangements pour le personnel associé du HCR. Ces effectifs interviennent en renfort des équipes permanentes. Les règles de recrutement et les plans de carrière varient selon les statuts. Le HCR met à disposition de son personnel des guides de recrutement, qui détaillent toutes les conditions professionnelles, pratiques et familiales. Toutes les personnes susceptibles de travailler pour le HCR, personnel et personnel affilié, doivent remplir le formulaire P11, qui regroupe toutes les informations sur le candidat, motivation pour le poste, expérience professionnelle, formation universitaire et autres qualifications. Pour de plus amples informations, https://www.unhcr.org/les-opportunités-de-carrière.html. Les métiers de l'OFII. Virginie Senet-Rouquier, secrétaire générale de l'OFII. Juriste de formation, je suis administratrice civile. J'ai exercé sous ce statut des fonctions au ministère de la Santé et à la préfecture de police de Paris. Je suis, depuis 2016, secrétaire générale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. J'ai pris ces fonctions à l'issue d'une expérience comme sous-préfète, chef de cabinet du préfet de la région d'Île-de-France, dans l'accueil des migrants sur le territoire francilien. En effet, l'hébergement d'urgence des personnes sans domicile et en errance sur l'espace public constituait l'une des politiques publiques relevant de mon portefeuille de compétences, et c'est dans ce cadre qu'à partir de juin 2015, j'ai assuré l'accueil et la prise en charge des flux entrants de migrants en Île-de-France au commencement de ce que nous avons maintenant coutume d'appeler la crise migratoire. Ma présence à l'OFII m'a en outre permis de travailler sur les différentes réformes législatives intervenues, comme la réforme de l'asile introduite par la loi du 29 juillet 2015, ou les nouveaux dispositifs portés par la loi relative aux droits des étrangers en France du 7 mars 2016 et sur les évolutions à conduire au sein de l'établissement. Indépendamment de l'accueil et de l'hébergement des demandeurs d'asile, l'OFII est également compétent dans les domaines de l'immigration légale, de l'intégration, de l'admission au séjour des étrangers malades pour raisons de santé. Il accorde aussi des aides au retour volontaire et à la réinsertion aux étrangers souhaitant retourner dans leur pays d'origine. Fabrice Blanchard, directeur des ressources humaines de l'OFII. À l'issue d'un parcours universitaire consacré aux études d'histoire, je suis parti pendant 2 ans au Sultanat d'Oman pour y effectuer mon service militaire en coopération. J'y ai notamment enseigné le français langue étrangère, FLE, aux adultes. À la suite de cette expérience très enrichissante, tant au niveau professionnel que sur le plan personnel, j'ai opté pour une nouvelle expatriation. J'ai ainsi été recruté par l'Alliance française de Taipei, Taïwan, où j'ai enseigné le FLE.
J'ai profité de ces 2 années pour étudier le mandarin, ce qui m'a permis de mieux comprendre l'environnement dans lequel j'évoluais. De retour en France en 1997, compte tenu de mes connaissances en mandarin, j'ai été recruté par l'Office des migrations internationales, qui deviendra l'ANAM en 2005, puis l'OFII en 2009, lors de la campagne de régularisation dite chevènement qui a permis à de nombreux ressortissants chinois d'être régularisés. J'ai ensuite pu évoluer au sein de l'OFII vers des postes à responsabilité situés en métropole, Marseille, Lille, Paris, en Outre-mer, Guyane ou à l'étranger, Maroc. Ces expériences m'ont permis d'occuper le poste de DRH depuis septembre 2015. Avant d'évoquer le contenu et les conditions d'exercice des métiers de l'asile, nous vous proposons de nous pencher sur l'histoire de l'établissement et l'évolution de ses missions, pour comprendre son positionnement actuel et la dynamique enregistrée par ses effectifs dans un contexte de crise migratoire. L'établissement et ses missions. C'est par l'ordonnance du 2 novembre 1945 signée au lendemain de la libération par le général de Gaulle en 1945 qu'est né l'Office national d'immigration, chargé à titre exclusif de toutes les opérations de recrutement et d'introduction en France de travailleurs originaires des territoires d'outre-mer et des étrangers, du recrutement en France des travailleurs de toute nationalité pour l'étranger, pour œuvrer dans la mise en œuvre du programme de reconstruction de la France. Au travers des décennies qui ont suivi, l'établissement s'est adapté aux évolutions de l'immigration légale en France. Il a réorienté ses priorités tout en changeant de nom, Office des migrations internationales ou OMI en 1988, Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou ANAM en 2005 puis Office français de l'immigration et de l'intégration ou OFII en 2009, et a élargi sans cesse ses compétences, ses missions et ses actions, notamment à l'intégration, corollaire d'un parcours d'immigration légale de l'étranger souhaitant s'installer durablement en France. Aujourd'hui, l'OFII est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère de l'Intérieur et investi de 5 missions principales. L'accueil et l'accompagnement des demandeurs d'asile, considérablement modifié par la loi du 29/7/2015 portant réforme de l'asile, conférant une compétence unifiée de l'établissement en matière d'asile axée sur le premier accueil des demandeurs d'asile aujourd'hui confiés à des partenaires associatifs par marché public, l'hébergement directif dans le dispositif national d'accueil, DNA, et le versement de l'allocation pour demandeurs d'asile, ADA. L'accueil et l'intégration des immigrés autorisés à séjourner durablement en France et signataires à ce titre d'un contrat d'intégration républicaine, CIR, avec l'État traduisant un parcours personnalisé d'intégration républicaine et le socle d'un engagement, formation linguistique et civique. L'aide au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays d'origine. La mise en œuvre de la procédure d'avis médical préalablement à la délivrance d'un titre de séjour pour soins, étrangers malades. La gestion de l'immigration légale, regroupement familial par exemple. Pour mettre en œuvre ces missions, l'OFII dispose d'un siège situé à Paris, de 31 directions territoriales, DT, réparties sur l'ensemble du territoire national et de 7 représentations à l'étranger. Quelques chiffres clés pour l'année 2017. 97 549 demandeurs d'asile reçus. 77 782 places d'hébergement dans le dispositif national d'accueil permettent l'hébergement des demandeurs d'asile. 103 184 signataires du contrat d'intégration républicaine. Un budget de 217 millions d'euros, hors versement de l'ADA, 617 millions d'euros en comptant l'ADA. Les moyens humains. Au 31 décembre 2017, l'OFII comptait 1033 agents représentant 989,85 équivalents temps plein, ETP, dont 64% de contractuels sous CDI, 29% de contractuels sous CDD et 7% de fonctionnaires. Pour lui permettre d'assurer ses missions dans un contexte de forte crise migratoire, l'établissement a bénéficié depuis 2015 de 283 autorisations de création d'emplois, ce qui correspond à une augmentation de 36% de ses effectifs en moins de 3 ans. Depuis la loi du 29 juillet 2015, les agents de l'établissement recrutés sous CDI ont pu bénéficier du dispositif de titularisation ouvert par la loi.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.